Et puis je vais appeler la table ronde qui poursuit le niveau macro, plus institutionnel. Véronique Gady, directrice adjointe en charge de la démocratie en santé, de la qualité des soins et des accompagnements, à la direction des droits des usagers, des affaires juridiques, de l'inspection, contrôle et de la qualité, la DUAGIC, de l'ARS. Jean-Michel Bruyère, en tant que président de la commission spécialisée des droits des usagers, CSDU, de la commission régionale de la santé et de l'autonomie, CRSA. Et puis Noémie Bonnet-Aldigier, j'espère que je le prononce bien. Pardon, excusez-moi. Directrice adjointe de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Et je vais laisser maintenant la parole à Jean-Jacques. Merci beaucoup, Patrick. Alors d'abord, je dois compléter la présentation en réexcusant Joël André Vert pour des raisons qui est à des obsèques familiaux cet après-midi et qui, pour des raisons évidentes, ne pouvait pas se joindre à nous et qui s'en excuse une nouvelle fois auprès de vous. Alors, un peu de pression parce que et beaucoup d'empathie, surtout pour Véronique, parce que j'aurais pu être à votre place il y a encore peu de temps, donc je sais combien c'est pas facile. J'ai envie de synthétiser les questions finalement en 3 questions. Et peut-être je commencerai par Jean-Michel pour répondre à la première en tant que président de la CSDU. La première, on voit bien quand même qu'il y a une question qui est la place dans les priorités stratégiques de la qualité du partenariat en santé, qui a été souvent évoquée depuis ce matin. Quelle est finalement, en dehors de nous tous qui sommes ici des acteurs de terrain, quelle que soit notre place pour faire vivre ce partenariat en santé, quelle est notre vision du positionnement stratégique du partenariat en santé? Et du coup, les questions vont assez naturellement derrière. C'est une fois qu'on est au clair sur la vision stratégique, quelles sont les actions opérationnelles, chacun à votre niveau, que vous pouvez imaginer déployer pour prolonger cet engagement. Et puis, comme l'a rappelé Philippe Jourdi de manière très empirique mais essentielle, quels sont les moyens financiers aujourd'hui ou demain envisageables pour favoriser ce développement. Donc voilà un petit peu les 3 questions qui me semblent sont assez fidèles à l'ensemble des questionnements qui ont été évoqués lors des tables rondes précédentes. Mais si j'en oublie et s'il y a des remords, je pense qu'on aura peut-être un petit peu de temps pour 1 ou 2 questions à la fin, y compris pour les participants des tables rondes précédentes. Je ne sais pas, Jean-Michel, si pour la première question, en tant que justement instance de démocratie en santé de la CSDU, qui est quand même bien placé, il me semble, pour avoir essayé une vision stratégique justement sur cette place. Oui, merci Jean-Jacques. Donc moi je suis un ancien professionnel de santé. Je suis venu m'intéresser à la place des patients et des usagers dans le système de santé parce que je croyais, et je continue à croire, que le partenariat en santé, c'est la seule réponse possible à une amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, depuis l'échelon individuel de la relation de soins jusqu'à son organisation collective. Ceci dit, j'ai alors été étonné quand je me suis occupé d'associations d'usagers, de me rendre compte que le partenariat en santé, c'était un gros mot. C'est-à-dire patient-partenaire, c'était un gros mot, parce que ça venait un petit peu contrecarrer ce qu'était alors la représentation des usagers et des représentants des usagers institutionnels. Et puis, fort heureusement, et on l'a vu toute la journée, les choses se sont aplanies. Et comme le disait André Guinvarch, qui est le président de France Asso Santé Occitanie, maintenant, on est vraiment dans une approche complémentaire. Ceci dit, le partenariat en santé, c'est plus un gros mot, mais est-ce que c'est quelque chose qui est compris à la fois par les usagers, les patients, leurs accompagnants, les personnes accompagnées, et de l'autre côté par les professionnels de santé. Et ça, je crois que c'est un vrai souci aujourd'hui, parce que le partenariat en santé, quand on interroge des patients, quand on interroge des professionnels de santé, ils disent le partenariat en santé, qu'est-ce-que Donc, si on ne veut pas que le partenariat en santé, ça reste une discussion très importante entre nous, qui sommes tous persuadés de l'intérêt qu'il y a à le développer,
il faut qu'on travaille tous ensemble, à ce que le partenariat en santé, ça soit mieux compris de tous pour ne pas rester dans de l'entre-soi. Et là, il y a un certain nombre de choses, sans doute passant par des slogans simples, passant par aussi des actions concrètes, exemplaires de terrain. Et ça me paraît particulièrement important. Et pour répondre à une autre partie de la question, la deuxième chose, c'est que le partenariat en santé, aujourd'hui, c'est une... Alors la commission que je préside, la commission dans le domaine des droits des usagers que je préside à la CRSA, je vais prendre peut-être, si son président Laurent Schmitt me le permet, la position de la CRSA. La CRSA, la Conférence régionale de santé et d'autonomie, elle agit auprès du directeur général de l'ARS et de ses services comme une instance de démocratie en santé qui regroupe des professionnels de santé et des usagers. Et il y a d'ailleurs, et ça me paraît important, il y a un collège des usagers au sein de la CRSA, en dehors de ces différentes commissions spécialisées. Et je pense que la position actuelle du directeur général de l'ARS, et il l'a redit ce matin, et puis de ses services, et je laisserai à Véronique Gady parler du positionnement plus précis de sa direction, montre que les choses vont dans le bon sens et qu'aujourd'hui, le partenariat en santé continue à s'installer et à être une composante importante de notre organisation de soins. Le dernier point que je voudrais dire, et je l'ai un petit peu évoqué ce matin, c'est que tout ça, ça s'adresse à des gens qui sont capables d'entendre aujourd'hui ce qu'est le partenariat en santé. Et si on regarde une partie des personnes, des usagers, des personnes accompagnées, eh bien, certains sont très loin de nos organisations de soins. Et il y a un groupe de travail qui dépend de la CRSA, qui est coordonné par Yves Paubert, qui au passage est le président du Conseil territorial de santé de l'Ariège, qui travaille sur les inégalités sociales en santé. Et le partenariat en santé doit inclure absolument cette composante-là, parce que sinon on s'adressera toujours au même. Merci Jean-Michel. Donc la perche a été tendue à Véronique Gady sur des tentatives de réponse, ou en tous les cas sur les différentes questions. La question de la stratégie et alors peut-être plus au niveau régional, mais comme tu le souhaites par rapport au PRS, mais ça a déjà été évoqué par le directeur général ce matin. Et ce matin, et puis concrètement, comment ça se traduit de manière opérationnelle. Et puis, pas échappé qu'il y avait quelques questions sur les financements, que ce soit le financement des projets, des actions dans les organisations professionnelles, que ce soit effectivement la compensation d'une représentation de l'expertise et du professionnalisme des personnes accompagnées ou des patients partenaires dans tout ce dispositif. Elle est où la 4e table ronde ? Bon, que... on l'a imaginé dans nos têtes, mais peut-être en un autre lieu. S'il y a besoin de vous aider à prolonger le questionnement, on pourra être présents, je pense, tous pour vous aider. Non, je vais commencer un peu à démarrer, et j'y reviendrai quand même sur cette question de comment est-ce qu'on finance le partenariat en santé, plus exactement les patients partenaires. Oui, c'est une orientation forte de l'Agence régionale de santé Occitanie, et le directeur général l'a dit en introduction, c'est un des axes du projet régional de santé. Mais une fois qu'on l'a mis dans un projet régional de santé, la question c'est comment est-ce qu'on l'opérationnalise derrière, avec cet enjeu que vous avez énoncé les uns et les autres, c'est-à-dire comment est-ce qu'on l'opérationnalise pour le faire connaître, pour le diffuser, pour arriver à convaincre au-delà du cercle des initiés que nous retrouvons aujourd'hui, mais qui s'enrichit un petit peu plus chaque année. Donc c'est quand même un cercle qui déjà s'élargit progressivement. Ce que je voulais peut-être dire en introduction, c'est pourquoi est-ce qu'une ARS va s'engager sur le sujet. Il y a évidemment des enjeux éthiques, c'est-à-dire la conviction forte qu'on ne doit pas faire sans les personnes. Mais une fois qu'on s'est dit ça, il y a d'autres considérations beaucoup plus concrètes.
Et c'est ce qui était également évoqué ce matin avec l'étude d'Angela Coulter sur le temps passé à se soigner en dehors des professionnels de santé, c'est que finalement, il y a un enjeu d'efficacité et d'efficience. On soigne mieux et on a des résultats de santé meilleurs lorsque les personnes sont impliquées dans leurs soins. Et pour que les personnes soient impliquées dans leurs soins, il faut des professionnels convaincus, il faut des organisations qui permettent cette expression et qui permettent ce dialogue, d'où le fait qu'on a besoin de travailler avec des patients partenaires. Alors je prends ce vocable général, mais on pourra y revenir après, à tous les niveaux du système. Et merci de ces 3 tables rondes, mais j'y reviendrai sur quand même la nécessité d'une quatrième table ronde. Au niveau de l'ARS, le positionnement, c'est partenariat en santé, partout, sur tous les sujets et avec tout le monde. Alors, partout, sur tous les sujets et avec tout le monde, ça veut dire qu'on essaye, mais comme les prédécesseurs, en toute humilité, j'ai bien aimé l'intervenant de ce matin qui dit on a démarré sur notre projet partenariat en santé, on a monté notre comité de pilotage, et puis d'un coup, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les personnes dans le comité de pilotage, que le premier qui ne s'est jamais retrouvé dans cette situation lui jette la première pierre. Moi, personnellement, je ne lui jetterai pas la première pierre parce qu'en fait, c'est quand même quelque chose sur lequel on doit travailler, même quand on est complètement convaincu. Ça veut dire que nous, au niveau de l'ARS, il y a comment est-ce qu'on transforme nous-mêmes nos propres travaux, et donc on essaye de s'appliquer à nous-mêmes ce que l'on va essayer de porter à l'extérieur. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de groupes de travail ou de projets dans lesquels sont impliqués des représentants des usagers, des associations, des patients partenaires. Et quand j'oublie d'y mettre un représentant des patients, j'ai mon voisin de droite qui me passe un gentil coup de fil en me disant « mais je crois que vous avez oublié une composante essentielle dans vos réflexions ». Et c'est ainsi que nous avons maintenant un gros projet au niveau de la ARS qui est sur la gestion des signaux et dans lequel nous avons le représentant de la CSDU et un patient partenaire que j'ai aperçu tout à l'heure, je ne sais pas s'il est là, mais qui nous aide à réfléchir sur comment est-ce qu'on fait remonter les signaux de dysfonctionnement dans le sanitaire ou dans le médico-social, que ce soit des réclamations, des signalements d'événements indésirables, comment est-ce qu'on les analyse, comment est-ce qu'on les comprend et qu'est-ce qu'on en fait après. On a pareil sur un programme qu'on démarre sur la psychiatrie, on a à la fois des représentants du NAFAM, mais également des patients partenaires, notamment qui sont membres de GEM. On a la même chose sur la greffe, on a la même chose sur la périnatalité. Sur notre politique d'inspection, on est dans l'ambition d'arriver à la fois à travailler avec les professionnels, mais également avec des usagers. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est quelque chose qu'on essaye de diffuser. On n'y arrive pas dans toutes les directions, mais il y a quand même aujourd'hui un nombre de nos collègues, au-delà de la DUAGIC, qui portent aussi cette conviction et qui essayent de développer la place du patient partenaire, en tout cas du partenariat en santé. Et puis après, l'ARS, elle a des leviers à sa main. On en a pas mal parlé, le levier de financement, de contractualisation, et puis de tout ce qui va être suscité, de l'appel à projet, des expérimentations. Et donc, c'est autour de ces 3 leviers. Alors, je vais aller très vite parce que je pourrais en parler beaucoup, mais pour vous donner quelques exemples. On a mis en place, c'est encore facultatif, mais en tout cas, on propose dans le cadre des CEPOM avec les établissements de santé un certain nombre d'indicateurs pour suivre donc, les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Et dedans, nous avons mis un indicateur régional sur le niveau d'avancement et de maturité des établissements de santé sur le partenariat en santé. Et notamment, il s'agit du taux de projet ou d'action mené en partenariat à partir du projet de l'établissement. La certification, on l'a dit, c'est un levier formidable parce que, et en plus, la HAS fait monter des exigences autour du partenariat en santé. Et c'est aussi pour nous une porte d'entrée pour le dialogue avec les établissements de santé en lien, alors quotidiennement, je dirais, avec la structure régionale d'appui, pour rappeler non seulement les principes de qualité, les exigences en termes de qualité et de partenariat en santé, avec des formations que vous développez, et évidemment avec le COPS, et on renvoie de plus en plus ces établissements de santé vers le COPS, en disant vous aurez là
d'autres manières de penser que ce que vous avez pensé aujourd'hui. Vous n'avez pas beaucoup de représentants d'usagers, vous voulez aller plus loin, vos représentants d'usagers ils sont déjà complètement submergés par vos projets. Allez chercher des patients partenaires et donc là, on ouvre la porte. Et du coup, c'est pour répondre à une des questions qui a été posée. Évidemment qu'il faut développer cette place, cette présence des usagers dans tout l'établissement de santé. Les 2 représentants d'usagers ou les 4 en CDU, ce sont ceux qui ont un rôle réglementaire, mais ça ne veut pas dire que c'est l'alpha et l'oméga de la participation des usagers dans un établissement de santé. Et c'est un message qu'on relaie énormément, notamment en ce moment, au moment où on renouvelle les représentants d'usagers. Et on a des établissements qui nous disent « mais j'aimerais bien avoir un tel ou un tel qui est patient partenaire ». Et on leur dit « mais vous allez avoir des représentants d'usagers, mettez-les en lien avec les patients partenaires et les associations, faites vivre votre commission des usagers avec l'intégralité des acteurs que vous avez à disposition ». Je laisserai ma collègue parler de comment est-ce qu'on essaye de porter aussi ce sujet-là dans les ACI, le premier recours. On est également dans ces questions de financement, on a le financement des structures d'appui. Donc la SRA, ça vous avez bien compris, on finance France Asso Santé aussi pour faire vivre cette dynamique. On finance Savoir Patient pour porter le COPS. Et puis nous avons également un contrat avec un financement de la FECOP pour développer de la formation-action en lien avec Savoir Patient dans les MSP et inciter comme ça progressivement les MSP à développer des projets. Quand on fait des appels à projets, je pense par exemple à l'appel à projet pertinence. Donc on commence à être sur des sujets un peu pointus. On en a lancé un récemment sur l'imagerie. Un des projets que nous avons retenu est alors, on n'en est pas encore au niveau du partenariat, mais on plante les graines et on a notamment retenu un projet qui vise à communiquer, informer, outiller le dialogue avec les patients sur les questions d'imagerie. Et là, on voit bien que la place du patient, pour nous, c'est un facteur de pertinence. La formation, on en a parlé. Il y a le financement des universités de médecine pour permettre l'intervention des patients enseignants, patients formateurs dans les études initiales des médecins. Et on est en train de réfléchir sur un élargissement pour la formation des paramédicaux. Je pourrais parler des projets qu'on finance sur les territoires, hein, puisqu'on nous demande beaucoup de travailler sur les territoires. On a des directions départementales qui portent des projets de développement de patients partenaires sur les territoires ou de aidants partenaires sur les territoires en lien avec Savoir Patient, mais pas que, avec des DAC. Et on finance également ces projets. On finance de la recherche avec l'ICM pour démontrer la plus-value. On a beaucoup parlé de la question de l'évaluation et d'arriver à démontrer la plus-value des patients partenaires dans des parcours avec l'idée, et là, c'est là où je reprends cette question du 4e niveau, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'ARS, elle finance de l'innovation, elle finance de l'expérimentation, elle ne finance pas... Enfin, tout ça, à un moment donné, ça doit rentrer dans le droit commun. Et donc, on finance de la recherche pour démontrer la plus-value, pour qu'à un moment donné, ça soit au niveau national, que ces financements soient prévus et qu'il y ait une réflexion globale sur le statut de ces patients partenaires, y compris quand ils ont des AH, des prestations qui deviennent des obstacles à être financés. Je vais m'arrêter, juste parler du médico-social. Et je m'arrêterai là. On en a beaucoup parlé avec Patrick Lartigue, mais je m'en suis aussi ouvert avec les collègues de la SRA. On est encore beaucoup sur un raisonnement sanitaire et je pense qu'on n'a pas trouvé complètement les bonnes modalités d'intervention et de portage pour le médico-social. Et donc là, on finance une thèse qui démarre, encadrée notamment avec Savoir Patient, pour aller travailler, affiner qu'est-ce que c'est que le partenariat dans le médico-social. Comment on va travailler avec des gens qui parfois ont des troubles de la communication, ont des troubles cognitifs, ont des attentes de nature différente, et c'est probablement pas tout à fait le même vocabulaire. C'est probablement pas tout à fait les mêmes méthodes. Et donc, il y a tout un travail à réinitier maintenant qu'on voit à peu près où on va quand même dans le partenariat en santé sur la partie santé,
L'enjeu, il est aujourd'hui sur le médico-social. Merci Véronique. Je ne peux pas ne pas faire une petite remarque, puisque ce sera une forme de transition, effectivement, pour Noémie Aldigier, puisque la perche est tendue sur les soins primaires, on y reviendra, sur la problématique des financements sur des appels à projets, sur une thématique comme le partenariat en santé, qui est une thématique sur le temps long. C'est-à-dire qu'on a tous évoqué qu'il faut déconstruire ce que l'on a appris, qu'il faut changer nos pratiques, qu'il faut apprendre à travailler ensemble différemment, et ça ne se fait pas sur un claquement de doigts, sur une volonté politique, avec un résultat attendu pour la semaine prochaine. Enfin, je suis un peu direct, mais c'est la nécessité de concilier à la fois des appels à projets, moi je trouve que c'est une dynamique tout à fait intéressante, mais aussi intégrer que dans tout ce qu'on va mettre en place, sauf à générer dans un deuxième temps des frustrations terribles, et faire de la non-qualité. Je fais un petit parallélisme un peu osé, mais qui n'appartient qu'à moi sur l'article 51. Faire très attention à ça, qu'effectivement, il nous revient de faire la charge de la preuve probante, comme quoi le dispositif mis en place a une valeur ajoutée en termes de qualité sur les différentes dimensions qu'on a évoquées. Mais il revient au système de santé, je dis ça de manière très générique, que le dispositif qui a fait la preuve de son efficacité soit pérennisé dans son financement, et de la même manière, celle qui n'a pas fait la preuve de son efficacité s'arrête. Ça, c'est notre responsabilité collective. J'enfonce peut-être une porte ouverte, mais de mon expérience, c'est pas si évident que ça dans les deux situations. Noémie, peut-être sur la partie, on a dérivé un peu, quoique la CNAM n'est pas très loin de l'article 51. Non, on est assez proche aussi du sujet et de frustration que ça a pu créer, effectivement. Moi, juste une réflexion. Alors, l'assurance maladie, c'est un peu comme l'URPS. On n'est pas forcément les premiers à intervenir sur ce domaine-là, mais ceci étant, si on se pose la question, on est très participatif quand même, et on encourage forcément ce dispositif, parce que c'est une question structurelle en fait de notre système de santé. C'est le One Health, c'est comment chacun des usagers de notre système de santé se saisit de la problématique et est impliqué à n'importe quel moment de sa vie finalement dans la pertinence en fait de la structuration dans laquelle il évolue. Et donc ça, c'est peut-être cette problématique qu'il faut placer au cœur du sujet et faire en sorte d'embarquer tout le monde, toute la population, et pas l'entre-soi sur on est tous acteurs du système et responsables de ce système collectivement, et du coup à tous les niveaux on peut jouer un rôle. Donc après on va structurer correctement pour rentrer dans ce rôle, mais je pense que déjà cet état d'esprit on l'a pas, et tout le monde se critique mais se met à côté et ça se prend pas par la main pour aller dire on va faire des changements et on va y aller. Alors il y a les établissements de santé qui sont plus en avance avec tout un tas de choses qui est mis en place, un certain nombre de structures avec des représentants des usagers, mais la grosse partie de la ville, finalement, du système en ville, est plutôt abandonnée là-dessus, puisque c'est pas structuré. Et aujourd'hui, grâce à l'exercice coordonné, à ce changement structurel et fondamental qui a été lancé par le rapprochement entre l'hôpital et la ville, finalement, qui c'est qu'on a mis au centre du sujet? C'est le patient. C'est le patient, parce qu'on s'est aperçu que ça ne s'arrêtait pas à la porte de l'hôpital, de l'hospitalisation quand il en sortait. Finalement, c'était une prise en charge en ville et il fallait que tout soit coordonné ensemble. Et les CPTS ont été mis en place, notamment pour se construire en fait un collectif de libéraux qui soit en capacité de travailler avec les établissements de santé, de construire des parcours, et des parcours pour qui? Pour l'usager, pour la pertinence en fait des soins qui vont être donnés à l'usager. Et donc c'est en fait, sans s'en rendre compte, on a passé le partenariat, on a placé l'usager au cœur du système de plus en plus. Et donc ça prend du temps. C'est effectivement ça qui est aujourd'hui remis en cause à coup de rapports ou d'envoi de politiques un peu démagogiques. Mais il faut laisser le temps au temps pour que tous ces acteurs finissent par travailler en partenariat et non plus en silo, soit par spécialité, soit par structuration, et qu'on construise des parcours et qu'on finance effectivement les CPTS pour que des lignes comme dans les MSP, en fait, il y a des lignes facultatives d'implication des usagers. On a travaillé avec tous les partenaires en commun pour essayer de former les coordonnateurs des CPTS, tous ceux qui gravitent autour du sujet pour permettre l'implication davantage des usagers dans les parcours qu'on construit. On va le faire au niveau CPTS, je l'espère, pour pouvoir effectivement
faire en sorte qu'un usager puisse analyser finalement le parcours qui a été proposé par des professionnels de santé, l'expertiser et puis regarder entre le début d'une hospitalisation jusqu'à sa prise en charge en ville si c'est vraiment pertinent et que ça répond à un confort de vie. Après, il y a la prévention, il y a toutes ces dynamiques, il y a la santé environnementale même qui va recouper un petit peu tout ça. Et l'usager que nous sommes tous a son mot à dire largement sur ce qu'on va mettre en place pour garantir que ce soit efficace et que ça réponde à une amélioration de la santé de tout le monde. Donc on le fait sans s'en rendre compte grâce à l'exercice coordonné et je pense que ce mouvement qu'on a mis en place doit se poursuivre en profondeur sur le sujet. Et sur le médico-social, c'est vrai que l'assurance maladie est encore plus en retrait effectivement, mais on a lancé le sujet Romain Jacob qui a permis de rassembler autour, alors dans un département, c'est départementalisé, tous les acteurs en fait, social, médico-social, sanitaire et les représentants des associations, des usagers sur la problématique du handicap pour vraiment construire des actions probantes et les proposer au niveau national aussi pour montrer que notre territoire est dynamique et que effectivement il y a des patients qui testent l'accessibilité, il y a des annuaires, il y a des soins qui sont plus adaptés, enfin il y a tout un panel de solutions qui sont mises en place, très pragmatiques, qui répondent à l'amélioration de l'usager dans le système de soins, quelle que soit sa situation. Donc le bilan finalement il est plutôt positif sur l'assurance maladie malgré le fait qu'au départ je me demandais effectivement qu'est-ce que je pourrais mettre en avant sur cet aspect-là, mais on y travaille au quotidien sans s'en rendre compte. Nous devons d'être optimistes et positifs dans ce domaine, mais néanmoins on mesure le chemin. Alors c'est plus une remarque qu'une question de Rémi, pour prolonger la remarque de Laurence, faire part de mon expérience personnelle, enfin mon expérience, celle de l'équipe, puisqu'on accompagne quelques CPTS dans leur option qualité, dans le cadre des ACI, et dont certaines se sont lancées dans quelque chose d'ambitieux qui est du patient traceur ville-hôpital. On accompagne 4 CPTS là-dessus, c'est-à-dire à la fois l'équipe de la CPTS et 2 établissements de santé correspondants pour, avec la méthode patient traceur, évaluer la qualité du parcours en associant des patients partenaires dans l'analyse des grilles. Tout ça sur le bénévolat complet des équipes de soins primaires et hospitalières. Vous pourrez me dire qu'ils soient publics ou privés, ils sont rémunérés et intéressés beaucoup par cette dynamique pour l'évaluation, surtout la V6 de la certification, parce que là c'est clairement ce qui est attendu. Mais c'est vrai que pour les équipes de soins primaires et en CPTS, c'est vraiment du militantisme pur à l'aune d'un président ou d'une présidente de CPTS qui s'est saisi, ou comme André l'a évoqué dans la belle CPTS de l'Aumagne-Garonne. Je suis à moitié Tarn-et-Garonne, c'est pour ça que je ne suis pas du tout objectif sur le sujet, où il y a une vraie dynamique portée par les instances de gouvernance. Ça renvoie aussi sur le modèle de leadership et de l'implication de la gouvernance pour porter ces sujets du partenariat en santé, si on veut que ça marche. Ça, c'est des beaux exemples. Mais c'est vrai que si on ne veut pas que le bénévolat ou la bonne volonté s'épuise, à un moment donné, il va falloir que ça se traduise quand même dans un modèle de droit commun de financement d'une manière ou d'une autre, ou qu'on accepte que ça s'arrête. Voilà. Pardon pour cette digression et qui est liée à mon vécu. Est-ce qu'on a peut-être quelques minutes, Patrick et Mathilde, pour 4 minutes, on est flex, comme je dis. On a peut-être le temps pour un petit temps d'échange de questions avec la salle, ou sauf si tu veux aborder la question de l'organisation de la table ronde numéro 4, mais Il y a la question, alors le temps que quelqu'un lève la main, juste dire, il y a la question du financement, et effectivement, à un moment donné, c'est des lignes budgétaires qu'il faut arriver à créer, à consacrer. Et puis il y a un deuxième sujet qui était le statut des patients partenaires, et notamment tous ceux qui sont avec des allocations adultes handicapés, qui sont au RSA, qui vivent avec les minima sociaux. Ça a été dit ce matin. Il y a des réflexions qui avaient commencé à être portées au niveau, notamment au niveau du Conseil de l'engagement de la HAS. Je ne sais pas ce que c'est devenu, mais il y a un cadre législatif et réglementaire à faire bouger aussi pour que soit reconnu un statut qui permette à des personnes qui vivent avec les minima sociaux de pouvoir toucher des compléments du fait de cet engagement. Alors je voudrais poser une question. Michel Clanet, donc le directeur de l'espace éthique. Je voudrais vous poser une question sur ce que vous avez dit en particulier, qui sont les expériences que l'on mène
au sein des plans que l'on développe. Et je fais référence à mon expérience personnelle dans le plan des maladies neurodégénératives, où pour des raisons multiples et diverses, justement dans l'accompagnement des personnes, de nombreuses expériences avaient été mises en place. Je sors de côté l'article 51. Et vous dites, il faudrait qu'on puisse tirer les expériences et qu'on évalue les expériences qui ont été faites. Et je trouve, et je vous interroge là-dessus, en tout cas dans mon expérience, toutes ces mises en place de stratégies nouvelles, d'innovation qui avaient été intégrées, qui avaient été essayées, il y a de l'argent qui est mis là-dedans, elles sont mises en place, elles ne sont jamais évaluées ou très peu évaluées. Et donc, avant de passer dans le droit commun, je pense qu'il faudrait que toutes ces expériences-là, je ne sais pas si ça a changé dans les environnements, mais elles restent des expériences, quoi. Et c'est un peu dommage. Alors, je peux que vous rejoindre et faire un constat assez proche du vôtre et le regretter très fortement. Alors, peut-être se dire il y a de temps en temps des exceptions. Je pense aux accompagnateurs de parcours de vie, je crois que c'est le terme qu'aujourd'hui on est en train de financer très largement et qui ont été notamment mis en avant par un certain nombre d'expériences portées par des associations d'ailleurs, parce que quelque part les accompagnateurs de vie, alors pour ceux qui connaissent, ils vont savoir, ça fait très longtemps que je travaille sur le sujet, mais les techniciens d'insertion de l'AFM, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, qui existait au début des années 2000, c'était les accompagnateurs de parcours de vie aujourd'hui. Mais il y a eu toutes les expérimentations autour d'un droit à l'accompagnement qui ont démontré, qui ont été évaluées, qui ont montré l'intérêt et qui font qu'aujourd'hui, on est en train de déployer ce dispositif. Bon. Voilà, donc c'est sûr que c'est par rapport à toutes... je dirais, les expériences qui ont été menées, les innovations, on a parfois l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui passe derrière dans le droit commun au regard de ce que ça a montré, mais je pense que, là je vous rejoins, il faut qu'on l'évalue sérieusement. Le travail qu'on fait avec l'ICM, en tout cas ce qu'on finance dans le travail de l'ICM, donc l'Institut du cancer de Montpellier, et en lien avec l'INCa, c'est pour essayer justement de documenter, d'arriver à convaincre sur l'importance de développer cette fonction dans les établissements ou dans les parcours des personnes. Il y avait une autre question. Laurent, je sens que j'ai suscité... Ce n'était pas vraiment des questions, mais une première précision pour Madame Aldiger. Dans nos CPTS, on ne fait pas que expertiser les parcours de soins par nos patients partenaires. Ils participent à la construction et ils sont force de proposition. Et pour Madame Gadi, je prends l'exemple dans ma CPTS de ma patiente partenaire qui est juste derrière moi et qui est venue du lundi au vendredi à notre village santé prévention, 9h-17h tous les jours, faire la promotion des maisons de santé et faire la promotion d'ICOP surtout. Et on n'a aucun moyen de l'indemniser parce qu'elle n'a pas de numéro de SIRET. Et franchement, il passe un temps dans nos structures d'exercice coordonné et on ne sait vraiment pas quoi faire, quoi. Mais je suis tellement d'accord avec vous. Il y avait un travail associatif qui avait commencé à émerger. Je veux dire, les ARS peuvent s'en faire le relais, mais à un moment donné, c'est toute la société qui doit faire remonter ça. Et je ne vois pas, et c'est un sujet ancien, puisque avant d'être en ARS, j'étais à la Haute Autorité de Santé, c'était un sujet qui était déjà porté et sur lequel on s'était dit comment on y va, comment on fait remonter. J'ai l'impression, alors je vous donne pas j'ai pas de baguette magique, hein, j'ai l'impression que tout le monde se pose la question un peu chacun de son côté, mais comme on n'arrive pas à faire monter de manière globale ce sujet, en fait, ça reste sous la ligne de radar du vrai niveau décisionnel qui est au niveau national, d'où mon histoire de 4e table ronde avec laquelle je plaisantais. Mais encore une fois, parce qu'il y a aussi des évolutions de nature législative et réglementaire à prendre. Ce n'est pas qu'une question de financement. Oui, Mohamed, vas-y. Donc, moi, je vous remercie pour cette table ronde. Ce que j'entends sur le statut de patient partenaire, c'est la difficulté de le financer.
il y a soit on rentre dans un cadre salarial, c'est-à-dire que la structure peut porter, et ça c'est un choix. Non mais c'est important de le dire, c'est un choix. Si on demande toujours aux autres, on va se trouver coincé. Pourquoi ? Vous allez faire intervenir au niveau juridique 3 ministères différents. Celui du travail, celui de la sécurité sociale, parce qu'il y a aussi la problématique avec la sécurité sociale, et celui des financements, c'est-à-dire de tout ce qui est imposition. Donc à un moment donné, pourquoi ça devient compliqué ? C'est parce qu'en fin de compte, on a pensé encore en CEO ce statut, et à aucun moment, les gens l'ont sur le terrain, parce que les initiatives, elles peuvent exister. Moi, je crois beaucoup aujourd'hui au fait de, comme disait si bien mon ami à côté, c'est d'oser. Je crois qu'il faut commencer à réfléchir sur des notions différentes et comment, d'un point de vue local, on peut trouver des compromis et des solutions. Parce que ce qui va se passer, et je le vois aujourd'hui, bon, ça marche très bien, mais à un moment donné, on va perdre nos patients partenaires. On va les perdre pour plusieurs raisons. C'est que c'est un travail quand même. Et à un moment donné, le travail n'est pas payé. Soyons clairs. Est-ce qu'on vous fait payer, on vous fait travailler gratuitement ? La plupart, non. Donc à un moment donné, il faut aussi respecter les gens qui viennent travailler avec vous. Et c'est aussi une question de société. Donc pourquoi demander à l'ARS ou à la CPAM alors qu'on sait que c'est un problème sociétal ? C'est beaucoup plus large et ça nous concerne, nous, à notre niveau. Parce que je pourrais trouver des solutions différentes. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut faire très attention, qu'on ne se trompe pas de cible, mais qu'on réfléchisse sur des solutions pragmatiques qui vont être peut-être en fonction du statut et de la personne et de ses envies. Et à un moment donné, on pourra peut-être faire évoluer les choses. Mais si on demande toujours « je veux de l'argent parce qu'il me faut de l'aide », même si on vous donnait de l'argent aujourd'hui, malheureusement, je l'ai vu dans d'autres structures, dans d'autres régions, ça ne résoudra pas le problème. Alors Laurence, tu peux partager avec ceux qui en veulent. Peut-être, juste pour respecter l'ordre des questions, Romain, j'ai bien noté, il y avait Émilie derrière qui avait posé la... Ça tombe bien parce que je vais réagir. Je vais réagir à ce que disait Mohamed immédiatement, pour qu'on ne se trompe pas. Je me trompe à titre personnel, je ne me trompe pas de cible, j'en suis certaine. Et je pense que ni Laurence, ni Philippe, ni Gwenola, avec qui j'étais précédemment, ne se trompent de cible. Si je pensais que mon ARS peut m'envoyer un chèque, je pense qu'on se serait mis d'accord avec Véronique depuis longtemps. Je n'ai pas de doute sur son soutien immense. Et je pense aussi que Noémie, comme Jean-Michel, partagent nos mêmes enjeux. Je voudrais poser la question plus largement à nous tous qui sommes présents aujourd'hui, pas seulement ceux qui sont sur l'estrade, ni ceux qui sont nos ARS ou notre CPM. C'est comment collectivement on utilise des journées comme aujourd'hui pour faire remonter à la société. Et alors il faut trouver qui se cache derrière la société. C'est un peu comme quand on dit on. Souvent c'est difficile de trouver le vrai interlocuteur pour montrer et valoriser ce qu'on a présenté et ce qu'on a entendu aujourd'hui. Je crois profondément que le partenariat, on l'a montré plusieurs fois, est un gage d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, définitivement. On a encore matière à le prouver, mais je pense qu'on a fait la démonstration. Je crois que c'est toi qui le disais tout à l'heure, Véronique, qu'on montre aussi que c'est un gage d'efficacité et d'efficience. On peut se poser la question de comment, au moment où on ne nous parle que d'efficience, quand c'est pas pire, personne ne s'est penché sur la question de peut-être que ça serait bien d'investir collectivement, sociétalement, nationalement dans le partenariat, précisément parce que c'est aussi un levier d'efficience. Donc, je pense que cette question, c'est pas la question de prendre l'ARS ou la CPM pour cible, pas du tout. C'est de se dire comment collectivement on peut aligner nos discours et faire en sorte que fédérations, ARS et autres acteurs impliqués, on porte ce message pour montrer que localement, on a fait la démonstration du bénéfice. La deuxième question, qui est plutôt une proposition de service, c'est ça serait bien que dans les journées comme aujourd'hui, on puisse aussi lister des sujets qui nous semblent porteurs. J'en propose 2. C'est comment on utilise et comment on mobilise le partenariat en santé pour faire en sorte que nos usagers se tournent vers mon espace santé. Parce que ça, on a un vrai gain de sécurité et d'efficience sur ce champ-là, et clairement, on ne gagnerait à co-construire. Le deuxième sujet, Noémie, pardon, je le dis, mais c'est quand même un sujet, c'est tout ce qui est transport, modalité de transport et transport partagé. Clairement, je pense que sur ce sujet, je gère les réclamations des usagers, donc je sais quelles sont leurs problématiques. Je pense qu'on aurait gagné sur ce sujet et sur les suivants à essayer de travailler en partenariat entre nos structures, mais aussi avec des usagers partenaires pour co-construire une politique d'accompagnement qui favoriserait l'acculturation, l'appropriation. Merci. Je sens que Jean-Michel a envie de répondre en partie à c'est pas une réponse directe à Émilie, mais je pense que, quoique. Moi, j'ai été frappé tout au long de la journée, aussi bien dans les 3 témoignages des binômes de ce matin
que dans les retours du début d'après-midi par deux mots que vous avez vus inscrits sur plusieurs diapositives. C'est dynamique partenariale ou dynamique de partenariat. Donc la première chose, là, dans les messages qu'on a apportés, c'est que le partenariat, c'est une dynamique. Et ça implique le fait qu'il faut une certaine tolérance quand on regarde les actions de partenariat. Parce qu'en fonction de qui les regarde et en fonction du niveau d'exigence ou d'avancée qu'il a eu dans le partenariat, il va avoir un regard très différent. Et si on ne veut pas démobiliser les gens qui s'engagent dans le partenariat, il faut absolument veiller à cette tolérance. Très concrètement, par exemple, tout le monde sait que plus on demande tard à un patient partenaire d'intervenir dans un processus, plus il risque de jouer un rôle d'alibi plutôt que de vrai partenaire. Et pourtant, à partir du moment où une structure pense déjà à demander à un patient partenaire d'intervenir, c'est déjà une entrée dans le partenariat, parce que le partenariat, c'est une dynamique. Et la deuxième partie de réponse que je voulais faire, et je pense qu'elle nous intéresse tous, et elle a commencé par être abordée par le directeur général de l'ARS ce matin, et puis ça a été repris, et ça a été repris par l'ensemble des présidents de conférences régionales de santé et d'autonomie dans un communiqué commun récemment, c'est que, à l'évidence, le partenariat en santé, c'est une démonstration concrète de ce qu'est la démocratie en santé. Et aujourd'hui, quand on regarde, et je ne fais pas de politique, hein, je suis tout à fait transpartisan, quand on regarde comment nos représentations nationales jugent la démocratie en santé, on a vraiment du souci à se faire. Et donc je pense que tous, à l'endroit où on est, il faut qu'on manifeste en disant que la démocratie en santé, c'est l'avenir du soin. L'avenir du soin, ce n'est pas la performance. Hein. La performance, c'est l'inverse de la robustesse, comme disent des gens spécialisés dans la question. L'avenir du soin, c'est le partenariat en santé. Juste une information, et je propose de laisser la dernière question à Romain pour clôturer, si vous êtes d'accord, cette session de questions-réponses. Pour vous dire, puisque la question a été posée sur la mémoire de nos échanges, de dire que ces séances plénières, d'ailleurs grâce à France Assos Santé, qui a souhaité insister et financer aussi cette prestation, je le dis André, je t'en remercie. Cette journée a été enregistrée, donc vous pourrez retrouver sur nos plateformes respectives de chaque co-organisateur le contenu de ces échanges en séance plénière. Donc c'est une première manière aussi de faire témoignage et bien sûr de relier ces vidéos à qui de droit en fonction des circonstances. Voilà, petite information au passage. Romain, vous avez une dernière peut-être question, remarque ? C'est une remarque par rapport à... On parle de financement par rapport à l'emploi et moi dans mon domaine, notamment le handicap, avec l'allocation adulte handicapé, nous à Café & Co, on a un soutien de l'ARS, on a des appels à projets, donc on a de l'argent. La question c'est comment on peut donner cet argent aux personnes concernées qui donnent de leur temps, parce que aujourd'hui il n'existe rien en fait pour s'essayer. En fait on est sur le handicap, donc on demande aux gens aujourd'hui handicapés de dire eh bien aujourd'hui il faut que tu prennes un emploi qui soit stable, presque tu vas demander à ton patron un CDI pour être sûr de ne pas être emmerdé en fait. Et donc c'est toi qui vas dire je veux un CDI parce que pour m'essayer, si je fais un mois, eh bien, je perds l'aide à l'autonomie pour mon appartement parce que j'ai touché 1 euro et on recalcule au bout de 3 mois mon AH et ensuite on revoit, au bout de 3 mois, si tu es encore au travail, tout va bien, mais si tu l'as perdu, on attend 3 mois pour que ton AH revienne. Et donc le vrai débat aujourd'hui dans la reconnaissance du travail et dans la mise en place des personnes en situation de handicap, j'ai envie de dire la reconnaissance du travail en France, c'est de dire comment on fait pour mettre les gens qui ont envie de s'essayer au travail. Et l'autre point qui manque aujourd'hui, je trouve, c'est le département. Je ne sais pas, moi il y a un problème, par exemple avec la MDPH. Vous partez dans l'idée que pour aller au travail, quand même, il faut être accompagné dans sa vie quotidienne au départ.
Et pour obtenir ces heures-là, ça devient très compliqué. Et donc, pour faire ces passions partenaires et tout ça, ça veut dire que derrière, il faut être aussi accompagné dans sa vie quotidienne et sur les lieux où tu vas aller bénévolement ou travailler. J'ai envie de dire merci Romain pour ce témoignage de la vraie vie et des questions qui illustrent parfaitement des sujets qui avaient été abordés précédemment par d'autres, hein, peut-être avec moins de clarté et de sincérité. Donc ça éclaire. Quant à la question des conseils départementaux, Véronique, je ne rentrerai pas dans la polémique actuelle. Simplement confesser au titre des organisateurs de cette journée qu'on y a pensé. Ce qui nous paraissait quand même étonnant de ne pas réfléchir comment on pourrait associer les conseils départementaux sur un sujet autour du partenariat en santé, incluant bien sûr le champ médico-social. Il y a la réalité, c'est rappelé à nous, c'est qu'on a 13 départements en Occitanie, qu'on n'a pas de structure régionale que je sache fédérative des conseils départementaux. Je mets le conseil régional de côté qui n'a pas les mêmes missions, vous le savez, pour ceux qui l'ignorent, je vous en informe. Donc on a, force est de constater, renoncé à cette ambition initiale, c'était d'essayer d'associer les conseils départementaux à nos réflexions, mais on s'en confesse vraiment aussi simplement que cela. Peut-être ça peut être une idée pour une prochaine réunion régionale d'élargir le champ aux collectivités territoriales, comme on dit, une fois peut-être qu'il y aura moins de sujets polémiques et que ce sera peut-être plus simple à aborder. Je ne sais pas s'il y aura une bonne période pour ça, mais on verra. Voilà. Bah, écoutez, je vous propose, on peut applaudir les courageux participants à cette table ronde difficile. Et la